Hello and welcome everyone. Thanks for being here with us this afternoon for this bilingual event on Quebec's Bill 96. Il s'agit d'une table ronde bilingue au sujet du projet de loi 96 qui s'intitule la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Cet événement est organisé conjointement par la Faculté de droit de l'Université McGill et l'Institut d'études canadiennes de McGill. Mon nom est Daniel Bélan, je suis le directeur de cet institut, mais aussi le directeur du programme d'études sur le Québec à McGill et professeur titulaire ici au département de sciences politiques. I would like to begin by acknowledging that while we meet today on a virtual platform, McGill University is located on land which has long served as a site of meeting and exchange amongst Indigenous peoples, including the Haudenosaunee and Anishinaabe nations. We do this to acknowledge the importance of the land on which we work, study, and live, and to acknowledge the complex web of relationships of which we are a part. Fondé en 1994, l'Institut d'études canadiennes de McGill se concentre sur l'étude du Canada en enseignant aux étudiants et étudiantes l'importance du passé et du présent du pays, tout en essayant de jouer un rôle dans la formulation des questions sur l'avenir du Canada. L'Institut abrite également le programme d'études sur le Québec, qu'il me fait plaisir de diriger, mais également un programme d'études autochtones. Please note that today's event is being recorded and will be posted on our MISC, McGill Institute for the Study of Canada, YouTube channel next week. Please also make sure that your microphones are muted in order to avoid any interruptions. If you have any questions, you can use the chat box. I would like to introduce our moderator for this event, Robert Leckie, the Dean of the Faculty of Law at McGill University. This event is really in partnership, a partnership between our institute, the McGill Institute for the Study of Canada, and the Faculty of Law at McGill. It's always a pleasure to work with you, Robert, and the rest of your team at the Faculty of Law. So it's all yours. Thank you. Thank you so much, Danielle. And be assured that the pleasure of collaborating with you is a reciprocal one. The McGill Faculty of Law offers legal leadership for global challenges. Proudly rooted in Montreal, we reach out to the world. À la Faculté de droit, on est toujours intéressé par des questions linguistiques ainsi que par leur rencontre avec le droit. Nous sommes la seule faculté de droit à enseigner le droit civil en anglais et à assurer aux membres du barreau une offre de formation continue dans cette langue. Au sein de notre programme intégré, qui incorpore le droit civil et le common law, et au sein duquel les traditions juridiques autochtones occupent une place grandissante, nous enseignons également le common law en français. Notre centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé fait partie du réseau canadien de centres de jury linguistique qui sont subventionnés par le ministère de la Justice du Canada. Le Centre Crépeau est l'auteur collectif d'une série de dictionnaires bilingues de droit privé québécois. Par ailleurs, les membres de notre corps professoral s'intéressent à la défense des libertés civiles et des droits fondamentaux. Il est donc naturel que cette discussion ait lieu ce soir par l'entremise de la Faculté de droit de McGill. I'll begin by introducing our panelists, thanking them in advance. You'll hear initial remarks from each of them outlining their perspectives. And following their talks, I will ask several questions to them, and we will also take some questions from the audience for moderated Q&A. So please feel free to submit your questions through the chat box during the event. We're really delighted to have the distinguished guests we have on the panel this evening. We're joined by the following. Le professeur Pierre Fouché de la section de droit civil, Université d'Ottawa, Faculté de droit. Maître Marion Sandilands, lawyer at Conway Litigation and legal advisor for the Quebec Community Groups Network, QCGN. Maître Julius Gray of Gray Casgrain. Richard Kistabich, an Algonquin from the Abitiwinni First Nation of the Quebec Global Task Force for making a decade of action for Indigenous languages for UNESCO. And Yves Boisvert, chroniqueur et blogueur au quotidien La Presse. Thank you so much to all of you for joining us. And Pierre Fouché will kick us off. Merci beaucoup, Robert. Hello, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs.
Je mentionne que je suis maintenant retraité de l'Université d'Ottawa, que j'étais professeur dans les 2 sections, en droit civil et en common law, et que j'ai été avant ça professeur à la faculté de droit de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et durant toutes mes 40 ans de carrière, je me suis spécialisé dans le domaine des droits linguistiques. Alors, la question linguistique avait été occultée dans l'espace public par beaucoup d'autres enjeux qui s'avéraient plus pressants et préoccupants. Mais elle revient à l'avant-scène puisque non seulement il y a le projet de loi 96, mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Il y a aussi d'autres juridictions qui sont en train de réviser leur politique linguistique. Permettez-moi de prendre quelques minutes, cependant, pour commenter certains aspects du projet de loi qui m'apparaissent plus problématiques. D'une part, j'ai été content en tant que professeur de droit constitutionnel de voir qu'on essayait de modifier la Constitution du Canada de manière unilatérale pour établir certaines prérogatives du Québec. Et j'ai suivi avec grande attention les débats au sein de la communauté des constitutionnalistes francophones et anglophones sur 2 questions principales qui sont très problématiques. Premièrement, le Québec a-t-il vraiment le pouvoir de modifier la Constitution dans le sens où il essaie de le faire? Deuxièmement, si oui, est-ce que les propositions qu'il émet sont conformes aux droits existants à la Constitution canadienne? Sur la première question, le consensus semble être que le Québec ne peut pas aller aussi loin qu'il prétend le faire. Et sur la deuxième question, il y a certains enjeux, effectivement, qui sont extrêmement problématiques par rapport aux droits linguistiques qui existent déjà dans la Constitution. La deuxième dimension, bien sûr, et il y en aura d'autres qui en parleront, c'est l'utilisation préventive de la clause de dérogation. Évidemment, légalement, il ne semble pas y avoir d'obstacle à ce que le Québec utilise ainsi la clause de dérogation. Cependant, ça pose toutes sortes d'enjeux politiques et juridiques extrêmement importants. Et en dernier lieu, je dirais que le projet de loi ratisse très large. Il impose l'usage exclusif du français dans beaucoup de circonstances où l'usage de l'anglais est présentement permis, ce qui risque d'une part de changer la dynamique linguistique au Québec et d'autre part, il y a un risque de bureaucratisation accrue et probablement de judiciarisation accrue. Alors, je vais m'arrêter immédiatement, Monsieur le modérateur, et j'aurai l'occasion de préciser ma pensée sur certaines questions plus tard. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, collègue. Ensuite, Marion Sanderlands. Bonjour, merci. Lorsqu'il s'agit de la conversation linguistique au Canada, personne n'est neutre. Ce sont les mots de la professeure Joanne Poirier à la faculté de droit à McGill. Elle a dit ceci en 2019 à un événement à cet institut. Où est-ce que je me situe dans ce débat? J'ai grandi au Québec comme anglophone, hors de l'île de Montréal. Je suis juriste, j'enseigne le droit constitutionnel. Au début de ma carrière, j'ai exercé dans le domaine de droit linguistique, surtout pour les francophones hors Québec. Je connais les enjeux pour les minorités de langue officielle à travers le pays. Et pour ça, je suis fière du fait français au Québec et à travers le Canada. Le QCGN m'a demandé de faire une analyse compréhensive du projet de loi. Alors, je l'ai étudié dans son ensemble. Aujourd'hui, je suis ici à titre personnel. Pour ce projet de loi, bien sûr, il y a des aspects historiques, des aspects sociaux, des aspects politiques, mais moi, je vais aborder plutôt les questions juridiques et constitutionnelles. Et dernier commentaire, dans le discours politique en ce moment, on a tendance à confondre le projet de loi 96 avec l'objectif de la protection et promotion de la langue française. C'est une erreur. On peut être en plein accord avec la protection et la promotion du français. On peut même être en accord avec chaque disposition de la Charte de la langue française actuelle et quand même, on peut avoir des préoccupations à l'égard du projet de loi 96. C'est tout à fait valide. Ceci étant dit, je commence avec mes commentaires sur le projet de loi.
Premièrement, le projet de loi 96 est massif et historique. Il s'agit de à peu près 100 pages, 201 articles, plus des annexes. C'est une refonte le plus importante de la Charte de la langue française depuis son adoption. Il modifie de plus 24 autres lois provinciales, un règlement et bien sûr la loi constitutionnelle de 1867. Alors, il s'agit d'une refonte importante de l'ordre juridique du Québec. C'est majeur. Souvent, je décris le projet de loi comme un iceberg. Il y a deux caractéristiques qui sont énormes et le professeur Fouché a identifié les deux aspects énormes. Mais il faut aussi aller en dessous de la surface pour comprendre ces deux aspects. Qu'est-ce qu'ils font dans le projet de loi? On voit ici, c'est de l'histoire en marche. Alors, les deux aspects, bien sûr, le professeur Fouché les a parlé. Premièrement, la modification constitutionnelle. On essaie de modifier la loi constitutionnelle de 1867 de façon unilatérale. On peut en débattre ça pendant des heures, mais c'est important de dire que c'est la première fois depuis la Confédération qu'une province essaie de faire ça unilatéralement. Alors, cet acte, cette tentative d'élargir, c'est une tentative d'élargir ce qu'une province peut faire sur le plan constitutionnel. Et je veux parler tout brièvement de la modification Q.1. Les Québécoises et les Québécois forment une nation. Ici, c'est peut-être la reconnaissance d'un fait social et politique, mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il signifie quand on l'introduit dans la loi constitutionnelle 1867. Est-ce que la nation québécoise est une entité collective qui est distincte de la province? Deuxième aspect, les clauses dérogatoires. On voit ici une dérogation complète et préventive des chartes canadiennes et québécoises des droits de la personne et une dérogation des deux chartes en même temps. C'est la deuxième fois dans l'histoire que le Québec a dérogé de cette manière des droits de la personne et la loi 21 était la première. Alors, si on passe un peu en dessous de la surface de notre iceberg, on voit les mesures spécifiques. Il m'est impossible, bien sûr, de les passer toutes en revue. C'est les autres 199 pages du projet de loi, mais je vais faire un commentaire général. D'une manière générale, les mesures sont basées sur les mêmes notions et mêmes concepts que la Charte de la langue française initiale qui a été adoptée dans les années 70. Alors, on voit l'obligation d'utiliser la langue française et en plus, on ajoute des restrictions sur l'utilisation des langues autres que le français. Et dans ce projet de loi, nous constatons aussi un renforcement des pouvoirs de contrôle et d'exécution, et ce, par le biais du pouvoir exécutif au lieu du pouvoir judiciaire. Now, I want to talk about some less talked about parts of the bill. They are way under the surface, and it's the creation of new executive power. So we have the creation of a new minister of the French language, responsible for the administration of the entire charter of the French language, which includes developing a comprehensive policy, overseeing directives in each ministry, overseeing the use of language in the entire civil service, a host of other powers, including sanction powers with respect to private enterprises. Now, because the charter of the French language is now the paramount statute, is this new minister now a super minister? Are we seeing here the possible centralization of executive power? Secondly, the Office de la langue française gets a reinforced mandate, expanded search powers, confidential disclosure protections, and new sanction powers that it can exercise on its own initiative. And recall, the use of the notwithstanding clause over the entire act means that none of these new statutory powers can be challenged on the basis that they infringe human rights, for example, the right to privacy. Now I'll end where I began, at the tip of the iceberg. Remember, we have the constitutional amendment recognizing a new collective entity, the Quebec Nation, and we have, secondly, the sweeping use of human rights overrides. And the combination of these two elements creates a new role for the National Assembly in the governance of Quebec. And it's plain and clear on the first page of the bill, the third new clause in the preamble, which states, and I quote, "Whereas in accordance with parliamentary sovereignty, it is incumbent on the Parliament of Quebec
to, and I skip here, ensure a balance between the collective rights of the Quebec nation and human rights and freedoms, unquote. Here we have a new social and legal idea being written into Quebec legislation. What are the collective rights of the Quebec nation? How and why are they opposed to individual human rights? Jean Leclerc of Université de Montréal has picked up on this and written about it. And now we see the role of the National Assembly alone to balance the collective rights of the majority against individual rights. And the notwithstanding clause, preemptive use, removes the constitutional role of the courts in this regard. By the way, we see the same kind of language in Bill 21 preamble and nowhere else in Quebec legislation. Begs the final question, who is part of the Quebec nation? And more importantly, who decides who is part of the Quebec nation? Does the National Assembly take on that role too? Is it the government of the day? Now back to the constitutional amendment enshrining this idea into Canada's foundational constitutional document. What exactly are we enshrining here? Thank you, I'll leave it there. Thank you very much. Julius Gray is next. Merci. Je pense que la loi est une loi qui discrimine contre la minorité anglophone, mais ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui. Je veux démontrer qu'il s'agit d'une loi qui est liberticide, qui discrimine contre tout le monde et qui enlève la liberté de tous les Québécois, et non seulement la minorité. Je commencerai par l'affirmation que la loi est gratuite. Il n'y a pas de danger à la survie de la langue française. Il y en avait un tel danger, c'est pourquoi la loi 101 était justifiée. Mais il n'y a aucun exemple au monde d'un pays ou province où il y avait un système d'école gratuit et obligatoire dans une langue où cette langue a disparu. Or, c'est le cas au Québec. Le danger était là en 1977, c'est pourquoi on ne peut pas attaquer la loi 101 de la même façon. Il y avait quelques erreurs qui ont été corrigées, mais cette loi est gratuite. En plus, il y a des restrictions à la liberté individuelle qui sont très sérieuses dans une loi, surtout une loi gratuite. Premièrement, pour les francophones, pourquoi devrait-il être limité dans leur accès au cégep anglophone alors que ça constitue une façon de s'épanouir? N'oublions pas que l'anglais n'est pas seulement une langue, c'est une culture et c'est un outil essentiel en Amérique du Nord. Pourquoi faut-il empêcher les francophones qui ont déjà eu leur éducation en français de pouvoir perfectionner leur anglais? Je sais que la loi ne le prohibe pas totalement, mais en fait, les restrictions deviennent sérieuses et on ne pourra probablement pas facilement fréquenter ces cégeps. Surtout, l'avenir de ces cégeps sera menacé par le projet de loi. Il faut en plus ajouter que les francophones ne pourront pas se servir de leur connaissance d'anglais pour obtenir un meilleur emploi. Mais pourquoi est-ce qu'on est contre la connaissance? Pourquoi est-ce qu'on peut se servir de notre connaissance d'algèbre ou des ordinateurs, d'autres choses, mais jamais de notre connaissance de l'anglais? Sauf quand c'est absolument essentiel. Je pense qu'il s'agit d'une restriction qui est injuste. Mais finalement, et ça a déjà été mentionné, la loi crée une immense bureaucratie. Cette bureaucratie n'est pas seulement la question de ministre ou de pouvoirs spéciaux que ce ministre va avoir. Mais c'est une bureaucratie qui nos dossiers. L'Office est obligé de leur montrer. Et n'oubliez pas, tout cela
avec la clause non-obstant, qui veut dire que même sur une question qui n'a rien à voir avec la langue, qui est une question d'esthésie ou autre chose, on ne pourra pas contester la légalité de leurs gestes. C'est bizarre que nous vivons dans une société qui ne permet pas cela quand nous voulons découvrir qui a commis un meurtre, mais on permet l'invasion des dossiers, des ordinateurs, quand on veut absolument déterminer combien de gens ont parlé français ou anglais dans un hôpital. Comme qu'il s'agit là d'une restriction massive de la liberté, que la loi Seems to be a connection problem at Julius's end. Julius, we've lost you. So I think we need to keep going. And maybe if you can turn off your video fully, we'll be able to come back in the Q&A, but I think we need to continue. Okay, thank you. Let's go now to Richard Kistabish. Richard. We need you unmuted. Not yet. Okay. All right. Ngetchemenen dane senino gashege binde miguan kijana mwetu ani anashinabe mwan. Jo wesh kat gigo gajituna nan gijimenu setwa ginoit. Kijigi maju ko homa dis. Kogesta gijimenu sesno. Je suis honoré quand même de faire partie de votre gang. C'est rare qu'on se fait inviter par des gangs de ce niveau-là pour parler. Je ne suis pas un spécialiste des langues autochtones, je suis un sans-papier dans le domaine. Par contre, je sais comment parler, je sais comment dire les mots, puis je connais la signification des mots qu'on peut utiliser dans des conversations qui ne sont pas de ma langue. Je l'ai appris. On m'a posé une question l'autre jour qui me disait combien de temps que ça t'a appris pour comprendre le français. René joue avec son ballon. C'est la première phrase que j'ai dit en français. Et je ne savais pas en tout c'est quoi que ça voulait dire. Pas un traître mot, je ne connaissais rien. Mais je le disais très bien. J'ai eu une belle petite étoile dorée dans mon cahier, juste pour avoir dit une phrase que je ne comprenais absolument rien. Vous êtes loin, messieurs, vous êtes très loin de ce que je vis, de ce que je sens, de ce que je vois dans ma gaine à moi. Vous êtes tout à fait très loin. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que vous êtes ici. 400 ans, 500 ans à peine. Puis vous avez réussi à nous déposséder de tout. C'est quand même un exploit qu'il faut mentionner, qu'il faut répéter, parce qu'on n'en est pas conscient de ça. Mon peuple vit dans cette patente-là, dans cette histoire-là, dans cet environnement-là, en voyant sa culture, sa langue se dérober sous leurs pieds. Tranquillement, pas vite. À tous les jours, on perd des morceaux. Aujourd'hui, j'étais allé à l'enterrement d'une de nos petites vieilles, 92 ans. On vient de perdre 92 ans de mots, d'histoire. Ça ne peut pas continuer comme ça. La loi 96 avait justement une chance de pouvoir arrêter l'érosion. Il y a eu des lois qui ont été créées là, au fédéral, la loi C-91 qui protège l'égalité des langues.
C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'être protégé d'un droit linguistique. On n'a pas ce droit-là. Nous ne pouvons pas utiliser ce droit-là. Nous sommes juste reconnus comme un fait, un simple fait qui existe, au même titre qu'un arbre, au même titre qu'un caribou. Et c'est ça qui est dommage. Quand le Canada a été constitué, les Français, les Canadiens français n'avaient mangé toute une quand ils sont assis à table pour signer ce document-là. Puis M. McDonald avait dit, occupez-vous pas des Indiens, ça va faire notre affaire, on va s'en occuper nous autres mêmes. Et mon Dieu, qui s'en est occupé de nous. Ça n'a pas de bon sens, les affaires qu'ils ont faites. Puis les Français, les Canadiens français ont cautionné cet événement-là, ce processus-là. Ils l'ont signé, ils l'ont accepté, puis ils ont participé à tout ça. Il faut arrêter ça. Il est absolument nécessaire de reconnaître nos droits, nous autres aussi, au même titre que vos droits que vous essayez de protéger, de proclamer. Nous avons ces mêmes droits-là, puis on n'en parle jamais de ces droits-là. Même la création du C91, il reconnaît seulement que l'égalité des langues. C'est beaucoup plus que ça nous prend. Ça nous prend la reconnaissance du droit linguistique. Puis ce droit linguistique-là se pratique sur un territoire donné. Il y a à peine 500 ans, tous les territoires de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud étaient habités, puis il y avait des langues qui se parlaient sur ces territoires-là. Puis on ne le reconnaît même pas dans aucune des lois. Il va falloir faire beaucoup plus que ça, messieurs, pour y arriver à faire un acte dans lequel nous devons nous réconcilier, c'est un mot qui est bien à la mode de ce temps-là, mais sans reconnaître ces droits fondamentaux de la langue. Comment voulez-vous qu'on s'apprête à parler avec vous avec amour puis avec respect? C'est complètement ignorer notre existence, être exclu. Le feeling d'être exclu, c'est quand même pas si pire que ça, OK? Mais le feeling d'être ignoré, ça, c'est grave. Et c'est ça que ça fait, cette loi-là aussi. L'ignorance, on continue, on va perpétuer l'ignorance, puis on va perpétuer toutes les exclusions qu'on peut avoir en habitant sur ce pays-là. Il va falloir que ça arrête à un moment donné. Je vais arrêter là pour le moment. Miigwech. Merci beaucoup. Puis ensuite, c'est le tour d'Yves Boisvert. Vous aussi, il faut ouvrir votre micro. Désolé, pardon. Je disais donc merci et merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Ça fait 33 ans que je suis journaliste à la presse et si je me remets au début dans mes premières années comme journaliste, j'ai l'impression de retrouver les débats qui étaient extrêmement vifs à la fin des années 80 et je retrouve plusieurs des thèmes qui ont mené à toutes sortes de déchirements politiques, constitutionnels et autres à travers la lecture de ce projet de loi-là. Je ne veux pas entrer dans les détails juridiques, je veux dire deux choses. La première, c'est d'ordre constitutionnel. Il faut voir le chemin parcouru depuis 40 ans, depuis le moment où la Constitution canadienne est devenue une loi du Canada et non pas une loi du Parlement britannique. L'idée même et que cette loi a été cette loi constitutionnelle de 1982 qui donnait la façon de modifier la Constitution pour le futur, tout en incluant une charte des droits, comme vous savez. Elle a été adoptée sans l'accord du Québec, l'Assemblée nationale du Québec, pas seulement du gouvernement du Parti québécois, mais de l'Assemblée, a été rejetée, si vous voulez, par l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est important de se souvenir de
du traumatisme, entre guillemets, que ça a causé et des négociations constitutionnelles qui ont suivi et qui ont mené à l'accord du Lac-Meach en 1987. Cet accord reconnaissait la notion de société distincte. Évidemment, le Québec est une société distincte. Pourquoi? Bien, par la langue et la culture, c'est le fondement de cette distinction, entre guillemets. Mais pour ceux qui l'ont vécu, quand on se souvient de l'intensité du rejet de cette notion-là dans plusieurs endroits, en particulier par Pierre-Éliott Trudeau lui-même, qui était le père de la loi constitutionnelle de 1982, c'est extraordinaire de voir que 40 ans plus tard, ou 35 ans si on parle de l'accord du Lac-Meach, la question fait à peine débat et que même on est passé d'une notion de société distincte dans une clause d'interprétation de la Constitution à la reconnaissance par le Parlement fédéral d'une nation québécoise. Chose aussi qui faisait débat et qui n'était pas acceptée par tout le monde. Donc, il y a une loi qui le reconnaît, il y a une motion qui a été adoptée au Parlement fédéral, pas une loi, mais une motion. Et donc, on arrive aujourd'hui, rappelons-nous que la mort de l'accord du Lac-Meach, donc cette incapacité disons, de réparer, en fait, cette tentative de faire entrer le Québec officiellement dans la Constitution, cette tentative, quand elle a avorté en 1990, moi j'ai couvert ça, je me souviens de courir après Lucien Bouchard à Chicoutimi pour avoir ses commentaires, d'entendre son discours devant le barreau, une ovation de tous les gens qui étaient présents. Et ce que ça a créé, et plusieurs personnes pensaient que Robert Bourassa ferait un référendum sur la souveraineté, et les sondages de l'époque laissait voir que ce référendum aurait, s'il y en avait eu un, aurait été favorable à la sécession. Donc là, on est en 1990. Nouvelle tentative de modifier la Constitution, nouvel échec en 1992. Ça nous amène au référendum québécois de 1995. Et on sait à quel point la partie a été serrée. Donc aujourd'hui, depuis ce temps-là, tout le monde tient pour acquis que la Constitution du Canada, elle est à peu près impossible à modifier sur les questions les plus importantes parce que ça prend l'unanimité. Il y a il y a même un consensus politique, ou en tout cas, ça s'est dit beaucoup, qu'il devrait y avoir une ratification par référendum et qu'on doit tenir compte également des préoccupations des Premières Nations qui n'ont jamais été invitées aux autres négociations constitutionnelles. Donc, la plupart des politiciens ont dit, ben c'est fini, la Constitution, on ne touche plus à ça. La dernière fois qu'on a essayé, ça a failli faire éclater le Canada. Et donc, d'arriver avec cette modification unilatérale de la Constitution, juridiquement, le débat n'est pas clos, mais politiquement, c'est un coup, je dirais que c'est un coup fumant dans le sens que là, le gouvernement de la CAQ, le gouvernement du Québec n'attend pas une reconnaissance du reste du Canada, n'attend pas que les autres reconnaissent la nation, mais fait simplement le déclarer et passe par un article qui existe dans la Constitution. Est-ce que c'est une utilisation abusive de l'article 45 de la loi constitutionnelle de 1982? Certains pourraient le dire, mais comme disait Peter Hogg dans son ouvrage célèbre, bien, si l'article est là et qui dit qu'il y a une constitution de chaque province et qu'elle peut être modifiée unilatéralement pour certains objets sans affecter les droits, bien, c'est une porte qui est ouverte. Alors, je trouve qu'au plan politique, c'est très intéressant que la CAQ, qui est née en fait de l'espèce de cercle vicieux dans lequel le monde politique québécois s'enferrait, c'est-à-dire fédéraliste, souverainiste, qui est arrivé comme au milieu en disant, nous, on est disons, pas autonomiste, mais nationaliste, et on ne veut pas faire la sécession, mais on n'est pas tout à fait content du cadre fédéral, on veut plus de pouvoir.
Et c'est la nouvelle face, c'est l'expression même de cette nouvelle réalité politique. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Maintenant, 2 observations. La question, j'avais dit 2, mais ça en fera 3. La question de la disposition de dérogation, qu'on appelle aussi la clause non-obstant, c'est qu'on voit que ce gouvernement-là, quand il utilise l'expression souveraineté du Parlement, qui est une vieille, un langage un peu ancien, ne reconnaissent pas véritablement le pouvoir de ce qu'ils appellent des juges non élus de venir contredire ce que le Parlement ou l'Assemblée nationale a décidé. On l'a vu pour la loi 21, on le voit encore ici, et même donc il y a une sorte de rejet du contrôle de la constitutionnalité des lois par les juges. Et là, on vous dira, mais c'est parce que c'est des juges nommés par Ottawa. Ce ne sont pas des juges nommés par le Québec. Et donc, il y a comme une sorte de braquage face au contrôle judiciaire. Moi, personnellement, ça m'inquiète, mais ce n'est pas le premier exemple. Deuxième, et pour finir, il y a, je ne pense pas, contrairement à ce que disait tantôt Julius Gray, la loi ne cherche pas à empêcher la disparition du français au Québec. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mesures qui visent à en assurer la pérennité, le développement et non pas simplement la survie. Je ne pense pas, personne ne prétend qu'elle disparaît, la langue française au Québec. Maintenant, est-ce que les moyens qu'on utilise et qu'on inscrit dans cette loi sont les bons? Bien, il y en a pour lesquels je dirais oui, et il y en a d'autres pour lesquels je dirais non. Et par exemple, c'est un exemple, il y a eu une querelle entre la juge en chef de la Cour du Québec et le ministre de la Justice, enfin, M. Jolin Barrette, qui disait qu'il ne fallait pas mettre la connaissance de l'anglais comme un critère pour être embauché comme juge dans certains districts, sauf si c'était absolument, si on pouvait prouver que c'était indispensable. Et je pense que les juges sont mieux placés pour savoir dans quelles circonstances on peut demander le bilinguisme. Je ne pense pas que c'est une... autrement dit, la connaissance de l'anglais, ce n'est pas une forme d'anglicisation, c'est une compétence. Et quand le ministre répond, ben, écoutez, si à Longueuil, le juge ne parle pas anglais, ben, vous aurez un interprète. Vous pourrez, et puis il pourra, mais évidemment, ce n'est pas connaître la réalité quotidienne des palais de justice. Et donc, il y a une espèce il y a un côté qui, pour moi, est mesquin dans le refus de mettre l'anglais comme une compétence exigée pour certains emplois. Par contre, la question de la francisation des immigrants, ça reste le grand enjeu. Et si la place du français diminue dans l'île de Montréal, c'est pour cette raison-là. Celle de l'anglais aussi, d'ailleurs, comme langue maternelle. Alors, là-dessus, les mesures de francisation, elles m'apparaissent justifiées, pertinentes, et c'est là-dessus qu'il faudrait mettre des ressources. Et j'arrête là-dessus. J'ai déjà trop parlé, mais on pourra y revenir dans les questions. Excellent. Merci beaucoup. Donc là, j'ouvre la période des questions. Moi, je vais poser quelques questions. Je vais nommer l'invité auquel je m'adresse en premier. Si les autres membres du panel aimeraient ajouter quelque chose, priez s'il vous plaît d'élever votre petite main Zoom. Je pense que ce serait plus facile pour moi de vous voir. Alors, on revient à Pierre Fouché. Là, vous avez évoqué tantôt la notion qu'il y aurait une bureaucratisation et qu'il y aurait des contestations. Tout cela engendré par les nouvelles limites qu'on envisage à l'usage d'autres langues que le français. Est-ce que ce serait possible d'élaborer un petit peu plus sur ce serait quoi l'alourdissement bureaucratique que vous évoquiez et qu'est-ce qui serait les contestations potentielles que vous voyez? Bien, d'abord, la bureaucratisation, on y a assisté sur le plan fédéral. Et au détail et au nombre de dispositions qui exigent un certain contrôle gouvernemental
à l'intérieur du projet de loi 96, bien, ça signifie forcément qu'il va y avoir des fonctionnaires qui devront vérifier, autoriser, permettre, empêcher et décider de toutes sortes de questions qui vont parfois aller dans les détails. Ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, ça va être l'irruption d'un commissaire à la langue française. Il y a déjà des commissaires aux langues officielles dans d'autres juridictions qui ont des pouvoirs d'enquête et de recommandation. Ils produisent des rapports auxquels il faut répondre. Donc, il y aura aussi de la bureaucratisation ici. Et pour ce qui est de la judiciarisation, bien, la première attaque, ça va être sur la constitutionnalité de la modification constitutionnelle, la validité de la modification constitutionnelle, qui va certainement être attaquée devant les tribunaux. Et sur d'autres mesures, eh bien, malgré la clause non-obstant, on a vu dans une des causes, je ne me souviens plus du nom, c'est Hack, je crois, sur la contestation du projet de loi 21, où la Cour a dit à cause de la clause non-obstant, je ne peux pas accorder de remède, mais voici tout ce que je considère illégal et inconstitutionnel dans ce projet de loi 21. Il va y arriver probablement la même chose avec le projet de loi 96. Merci beaucoup. Marion, you spoke about the iceberg, but I wondered if you could speak a little bit more now, just from the perspective of various English-speaking organizations and communities. Obviously, there's no single point of view. There's a multiplicity of perspectives, but I wondered if you could summarize some of the concerns you're seeing. Sure, I'll just say that the QCGN also put out its own consultation process, and they submitted some 26 additional briefs in addition to their own brief at the National Assembly. So when you talk about a multiplicity of perspectives, that's where you can find them. There are many concerns arising. I'll focus on two: services and access to justice. But before I get into that, I'll just point out there's one thing in Bill 96 that is getting a round of applause from the English-speaking community, and that is a new universal right to French instruction, which grants anyone the right to receive instruction in French, regardless of their age or whatever, and paid for by the state. And that's something the community's been asking for. So that's welcome. Now to talk about services. This has been causing a lot of anxiety among the community because of the new rules in the civil administration about the exclusive use of French. And that's going to affect communications with the public. So we're talking about potentially all services, municipal services, provincial services, and perhaps most importantly, healthcare and social services. This is a complicated part of the bill, and I don't want to overgeneralize what's going on. It's very technical, which is part of the bureaucratization that Pierre Fouché was talking about. But the overall shift, there's an overall shift happening, which is the current charter of the French language talks about, it requires the use of French, but usually it doesn't foreclose also the possibility of using English in addition. Usually permits the use of English, except where it says exclusively French. But in Bill 96, we see a strong shift towards the restriction of languages other than English. So a requirement for the exclusive use of French within the civil administration, and the use of English only in defined exceptional circumstances. And those circumstances include things like services to, quote, Aboriginal persons, services to immigrants, but only for the first 6 months of their time in Quebec, and services to those who are, quote, eligible for English instruction, which I'll return to. Yes, the bill does keep the status of certain bilingual institutions, hospitals, school boards, municipalities. Those institutions continue to be allowed to provide services in English, but note most of those healthcare bilingual institutions are on the island of Montreal. So outside of those protected institutions, we have a general blanket rule that is very strongly in favor of the exclusive use of French, except in certain situations. So that's a shift. It's causing a lot of anxiety, and folks are expecting a reduction in their ability to receive services and communications in English. In particular, this category of eligible for English instruction, which we see, this is a category that the English community is familiar with from education. So the Charter of the French Language specifies who is permitted to receive
instruction in English. And that comes from the 70s. It's whether your parents or your siblings have received instruction in English, then you are permitted to receive instruction in English if they've received instruction in English in Canada. So that has its own particular history. But what we see here in Bill 96 for the first time is using that category and importing it into eligibility for services in English, healthcare, communications, things like that. That's a new thing that's coming in Bill 96, and it's causing a lot of red flags to go up. Why? I generally in the media, this seems to be taken as a kind of proxy for who is an Anglophone, but it really isn't. It's a really under-inclusive definition of who's an Anglophone. For example, someone who is educated outside of Canada, who immigrated to Quebec, let's say in the 1960s, would normally ask for services in English for whatever reason, doesn't fit into this category. So there's hundreds of thousands of folks who would normally request services in English in Quebec who wouldn't fall into this category. And that's why it's causing a lot of red flags. It's not equivalent. Its use in this bill is quite limited and quite circumscribed, but the worry is that it will then be taken up in all the policies and directives later on. And that's causing a lot of problems. And those would be most affected by this massive shift, and particularly the use of that category, are those who are outside of the island of Montreal, those who are most vulnerable, the remaining unilingual Anglophones in the province, often seniors and immigrants. And so those are the folks who are already having trouble accessing services to begin with. And finally, I know I'm talking a lot, but I want to touch on access to justice. So there's a constitutional guarantee for the use of English and French in courts in Quebec. That's Section 133 of the Constitution Act 1867. And Bill 96 puts in a series of measures that will make it more costly and lengthy to access courts in English. And it basically strives to put English on an unequal footing with French in the courts. And this has been noticed by a number of constitutional scholars. And the Barreau du Québec in their memo filed at the National Assembly, they identify this as a constitutional problem, a source of potential challenges, and also a moral problem, because putting up barriers like that, they say, undermines the public confidence in the administration of justice. So that's another area of major concern. Thank you very, very much. I'm going to go back to Julius Gray, and we'll see if we've got you with slightly better connection at this point. You had mentioned, I mean, you characterized the law as restricting individual liberty, and I wanted to come back to what you had said about the limit on the freedom of choice of Francophones, which I think is passing without very much discussion in the public debates. And I wondered if you had a sense why there was such little attention to those implications. Well, I think Francophones often have lulled themselves into thinking that this is a bill to promote French and to assist them. But in fact, of course, people are individuals. And there's a collectivism about this law from the very definition of the Quebec nation to the idea that a Francophone sort of belongs to the majority. He doesn't. He belongs, he's a citizen, and he's got a right to use his talents, to expand his horizons, to do everything that other people want. And I think it is very important to bring to people's attention that a law which uses the notwithstanding clause, that allows invasions of private life, and that prevents Francophones from having many choices, which Anglophones have, does discriminate against them. Now, there may be some things that are justified. I said Bill 101, I think, is justified in its school restrictions, but we have to be very careful about limiting individual freedom, which is the essence of any democracy. Thank you. And the fact that the notwithstanding clauses in the two charters are invoked in a kind of broadest possible way, I mean, it's a greater use of those clauses than is necessary, and I think that probably sends a message as well about the attitude towards rights in the courts. Huh? Well, individual liberty is completely snuffed out, except in a very few areas like the courts of justice when you use the notwithstanding clause. I think the justice parts
are going to fall. But I'm very much afraid that all the other restrictions of both Francophone, Anglophone, Allophone, Aboriginal freedoms are going to fall. Thank you very much. On revient à Richard Kistabich. Et vous avez dit tantôt qu'on était assez loin de votre gang et vous nous avez rappelé que 400 ans, c'est pas si long. Là, j'aimerais vous entendre un peu plus. D'après vous, qu'est-ce qui serait vraiment une reconnaissance significative, une reconnaissance réelle de vos droits linguistiques? Qu'est-ce que cela nécessiterait pour qu'une reconnaissance soit vraiment porteuse de conséquences positives pour vous? Une section des différentes lois qui existent actuellement. Il faut qu'il y ait un agencement de toutes ces lois-là qui existent actuellement, qui semblent vouloir faire de nos langues une égalité face à la société. C'est minime comme effort, c'est en même temps louable, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Ma langue à moi, si on ne fait pas d'effort pour pouvoir la ramener et la revitaliser, c'est certain qu'elle disparaît dans 30 ou 40 ans. On n'existera plus. On ne parle jamais assez de l'importance de la langue comme une identité. Dans cette loi-là de 96, on parle de cette identité-là. On parle de la liberté d'expression. On parle de la démocratie. Mais en ce qui nous concerne, on dirait que ça ne s'applique pas chez nous. On devrait y avoir accès au même titre que n'importe quelle langue qu'il y a dans ce pays-ci. Nous étions ici bien avant vous et nous étions en bonne santé de toutes les façons que vous pouvez imaginer. Mais là, on a perdu énormément de ressources. Nous sommes dans un bord de précipice et on demande de l'aide pour qu'on puisse continuer de vivre sur ce territoire-là. Il y a eu des occasions qui sont ratées. La loi 96, il a manqué ça aussi. La loi 101 a manqué aussi cette affaire-là. La loi 219, la loi 91 a manqué aussi cette opportunité-là pour nous. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un effort, non seulement politique de ce côté-là, mais il faut qu'il y ait des efforts pour qu'on puisse avoir toutes les ressources qui sont nécessaires, l'accès aux ressources qui sont nécessaires pour faire revitaliser la langue. On est chanceux quand même dans notre époque d'avoir la technologie qu'on peut s'en servir, qu'on peut utiliser pour pouvoir transmettre aux autres générations. Chez nous, il y a des petits vieux. J'appelle ça les petits vieux. Moi, je suis considéré comme petit vieux maintenant. Il y a des petits vieux chez nous qui veulent ne pas se faire enregistrer. Puis moi, je leur dis à ces petits vieux-là, laissez-vous enregistrer. Parce que dans 1000 ans, on va encore vous entendre dans 1000 ans. Si vous ne le faites pas, le blanc aura réussi à vous faire disparaître. Alors, prenez les moyens qu'on a aujourd'hui. On a accès au portable, on a accès à l'ordinateur, on a accès au téléphone. J'ai enregistré aujourd'hui un chant que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Ce sont tous des petits moyens qui existent, mais on n'a pas tous les moyens et les capacités de se payer ces affaires-là à cause qu'on n'a pas accès aux ressources naturelles. On n'a pas partagé des ressources qui nous ont toujours aidés à promouvoir notre langue, à la développer, à la cultiver, à l'entretenir, à la faire grandir, puis à la transmettre. Nous n'avons pas ça aujourd'hui. Alors, toutes les lois qui peuvent être créées dans différentes langues, il faut qu'il y ait toujours une mention de ça. Puis quand on l'oublie, ben on est exclu. Puis plus on est exclu, plus vite qu'on va mourir. Alors, c'est ça que je veux dire par là. Quels sont les moyens qui pourraient être accordés? Reconnaître le droit linguistique de mon peuple. Reconnaître le droit linguistique de mon peuple servirait vraiment qu'on puisse vraiment en profiter
parce qu'on serait obligé, les gouvernements seraient obligés de nous donner plus de ressources pour faire revitaliser cette langue-là. Absolument. On est les derniers là, actuellement qui parlent encore la langue. Les derniers. On est en 2021. 2060, 2070, là, ça va disparaître. Là, je suis actuellement en train de travailler pour faire des actions pour la déclaration des décennies des langues autochtones à travers la planète. On a manqué encore une occasion de le souligner dans ces lois-là. On manque toujours des occasions de rendez-vous. C'est épouvantable comme c'est pathétique par rapport à tout ça. La réflexion, la question d'être compassionné pour ça, d'avoir de la compassion pour nous. On va mourir, sacrément, excusez-le, mais si on ne fait rien, c'est ça qui va arriver. Merci beaucoup. Là, je me tourne vers Yves Boisvert. Là, vous avez évoqué tantôt à juste titre la chicane entre le juge en chef et le ministre de la Justice sur les questions à savoir s'il faut connaître l'anglais afin d'être un juge compétent. Mais là, j'aimerais vous entendre un petit peu plus. Vous avez dit aussi que d'après vous, le projet de loi 96 recherche la pérennité du français. Et là, je demande si vous pensez vraiment que les mesures qui sont proposées promettent vraiment d'aider ou de poursuivre cet objectif-là. Est-ce que les mesures qui sont proposées promettent de livrer la marchandise concernant le statut et la solidité de cette langue? Bien, ce serait difficile, ce serait même un peu prétentieux de ma part de conclure complètement à ça. Maintenant, il y a des choses qui me semblent valables et utiles et nécessaires. Et j'ai parlé de la francisation des immigrants et d'un accueil et d'un effort véritable pour les inscrire dans le courant francophone. Ça me va. Et ensuite, il y a plusieurs, parce qu'il y a un catalogue là-dedans, là, mais beaucoup de choses, comme je disais tantôt, me semblent, comment dire, mesquines, en fait, mesquines dans le sens où ce n'est pas la force assimilatrice de l'anglais qui est en cause, mais c'est l'idée que la simple exposition à l'anglais ou la connaissance de l'anglais est un début d'assimilation. Donc, une espèce de crainte qui, pour moi, m'apparaît injustifiée. Par exemple, pour un professionnel, en ce qui me concerne, si vous êtes un avocat dans la région de Montréal et que vous ne parlez pas anglais, ben, il vous manque une compétence. Et puis, peut-être que vous ne devriez pas être juge. C'est une compétence qui ne menace en rien votre capacité de vous épanouir en français. Et c'est une évidence en Europe de parler 2 langues ou 3 langues. Et donc, le problème, entre guillemets, ici, c'est que la langue qui menace le français, c'est l'anglais pour des raisons démographiques évidentes, parce que le Québec est le seul État français en Amérique du Nord. Mais l'anglais, c'est la lingua franca du 21e siècle. Alors, donc, si vous demandez aux parents, les parents veulent que leurs enfants maîtrisent l'anglais et le parlent, mais ils ne veulent pas qu'ils deviennent anglophones. Donc, c'est là que dans certaines des mesures, l'idée, par exemple, que des entreprises privées ne puissent pas communiquer entre elles ou faire de la documentation en anglais dans des rapports privés, pas pour un service à un citoyen, je ne vois pas en quoi ça aide le statut du français. On dira, ben, ça crée une masse critique plus grande, ça force plus de gens à parler français. Pas nécessairement, comme disait le président de la Chambre de commerce, ça peut aussi faire en sorte qu'il y ait des services qui soient théoriquement rendus depuis l'Ontario. Et aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que ça, virtuellement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que là-dedans, mais il n'y a pas tellement de doute pour moi que politiquement, ce gouvernement-là
et même démographiquement, devait faire un geste fort, affirmatif, pour mettre à jour la loi 101. Maintenant, comme j'ai dit, là, il y a plusieurs choses. Et moi, je ne suis évidemment pas d'accord avec le fait d'inscrire dans une loi, avant même un contrôle judiciaire, le fait que les articles 2 et 7 à 15 ne s'appliquent pas. Parce que là, la théorie de la discussion judiciaire, la discussion entre le Parlement et les tribunaux, elle est complètement évacuée. Et quand Robert Bourassa, en 1989, a décidé d'inclure la disposition de dérogation pour contrer le jugement de la Cour suprême sur l'affichage, et on sait les conséquences de ça. C'est une des raisons pour lesquelles l'accord du Lac-Meech finalement n'a pas été adopté. Il avait attendu qu'il y ait un contrôle judiciaire, une discussion sur les droits. Et donc, on évacue toute possibilité de discuter de tout ce qui peut toucher à la liberté d'expression à l'avance. Ça me semble abusif, inutile, et je ne suis évidemment pas d'accord avec cette approche-là. Merci beaucoup. There's a lively discussion going on in the chat, but I'm actually not seeing a lot of questions, which I take as sent my way, which is fine. I don't want to cramp anyone's style, but I am keeping an eye on the chat, and we'll see if there are questions there. But I will come back to our panelists. Pierre Fouché, là, je pense que vous êtes très bien placé pour nous offrir un regard à l'extérieur du Québec. Hein? Vous avez mentionné tantôt qu'il y a des changements législatifs peut-être qui s'annoncent ailleurs. Et je me demande plus particulièrement, qu'est-ce qui seraient les enjeux, d'après vous, du projet de loi 96 du point de vue des minorités linguistiques qui vivent dans les autres provinces? Est-ce qu'il y a des répercussions à prévoir? Est-ce que tout se passe en vase clos au Québec? Qu'en penseriez-vous? Non, il va y avoir des répercussions. Merci pour la question. J'écoutais M. Kistabiche tantôt et je pensais à certaines communautés francophones de l'extérieur du Québec qui sont dans la même position que certaines communautés autochtones. Si on ne fait rien, elles vont disparaître. Et la situation est très, très sérieuse dans certaines parties du Canada. Ça va mieux ailleurs. Oui, il va y avoir des répercussions. D'abord, au niveau fédéral, on a assisté à un profond changement de paradigme où le fédéral, au lieu de prôner une égalité formelle, c'est-à-dire que les deux langues sont traitées de la même manière, accepte que le français est en danger au Canada et accepte qu'il doit y avoir des mesures additionnelles pour en faire la promotion et la valoriser et accroître son usage. Le fédéral essaie aussi de tailler une place pour les langues autochtones sans nuire à la dualité canadienne, ce qui est tout un défi, comme on l'a constaté lors de la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick, ce qui est devant les tribunaux présentement, et la nomination de la gouverneure générale du Canada. La conséquence que ça peut avoir, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, la mention dans le projet de loi 96 de cette aide pour l'éducation postsecondaire, la possibilité d'aller étudier au Québec si un programme n'existe pas à l'extérieur du Québec. Il semblerait que cette suggestion-là n'a pas été développée en concertation avec les associations francophones. Ça va avoir un impact de deux manières. D'abord, ça pourrait inciter les gouvernements provinciaux des autres provinces à se désengager, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, se désengager du financement de l'éducation postsecondaire à l'extérieur du Québec en ne créant pas de nouveaux programmes et en disant aux francophones qui voudraient avoir des programmes en français, vous avez seulement qu'à aller étudier au Québec parce que vous aurez un traitement de faveur. Il va donc possiblement y avoir un exode étudiant. Ensuite, il y a d'autres avenues qui auraient été possibles, comme la mobilité, des programmes interuniversitaires conjoints, des chaires de recherche conjointes, etc., etc. Ensuite, les arts et la culture. Le projet de loi 96 veut promouvoir les arts et la culture, etc. Et
se contente de promouvoir la culture québécoise, alors qu'il y a une culture francophone hors Québec. J'ai passé 30 ans en Acadie et je peux témoigner de la forte vitalité de la culture acadienne. Pourquoi ne pas avoir inclus une mention au moins de la culture dans la francophonie canadienne? L'amendement constitutionnel unilatéral. Yves Boisvert l'a dit tantôt, c'est un coup d'éclat politique, certainement, peu importe la validité juridique de ça. Mais est-ce que ça va donner des idées à d'autres provinces? Est-ce que l'Alberta ou la Colombie-Britannique vont vouloir se déclarer unilingue anglophone? Est-ce que ça ne prendrait pas l'assentiment du fédéral, comme le Nouveau-Brunswick a préféré le faire en 1993, qui est une des seules choses, d'ailleurs, de l'accord du Lac-Meach qui a survécu, c'est la revendication acadienne d'inscrire l'égalité des communautés linguistiques dans la Constitution. Et finalement, ça a été fait avec l'assentiment du fédéral. Donc, il y a ce risque-là. Et le troisième risque, bien évidemment, c'est celui d'une réaction négative à l'extérieur du Québec à l'endroit des minorités francophones, à l'heure où le Nouveau-Brunswick est en train de réviser sa loi sur les langues officielles avec un gouvernement dont le premier ministre était membre du Confederation of Regions à l'époque où il formait l'opposition officielle Nouveau-Brunswick, qui était un parti ouvertement anti-bilinguisme, et un gouvernement qui s'est maintenu au pouvoir pendant qu'il était minoritaire avec l'appui du People's Alliance, qui est ouvertement anti-bilinguisme. Est-ce que le geste du Québec va avoir une conséquence négative à l'extérieur du Québec, par exemple, sur des gouvernements qui ne seraient pas aussi bien portés envers la francophonie? L'Ontario s'apprête à réviser sa loi sur les services en français. Est-ce que Doug Ford va vouloir être plus ou moins généreux en voyant ce qui est en train de se passer dans la province voisine? Alors voilà là, brièvement 3 impacts que je peux voir du geste québécois sur ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Excellent. We have a very specific question, which I think Marion Sandilands will perhaps be best placed to answer. So you had mentioned that the right to services in English was tied to whether one had the entitlement to be educated in English or had been educated in English as an ayant droit in the sense of the Canadian Charter. If you never had proof or a paper, as the person in the audience said in the chat to me, if you never had a paper saying you had a right to English education because you went to school before Bill 101, for example, how do you prove your entitlement to services in English? Right. So there's lots of questions around how would you even show your eligibility for services if this is the criterion. Another example is if you're educated in English outside of Quebec and you now live in Quebec, do you qualify, and how would you prove that? Or if your mother was educated outside of Quebec, are you eligible? There's all kinds of weird questions that arise. 2 points. First of all, I understand that this is a question that everyone has and that nobody, there's no answer to it as far as I know. And secondly, just do recall, I don't want to overstate the application of this exception. Right now it applies to written communication. So it's not all services. It just applies in written communications. But the concern, which is being voiced, is that this criterion shouldn't be used ever in regard to eligibility for services. Okay, thank you very much. We had one question about how if the government preemptively uses the notwithstanding clause, what impact this would have on the case law, or if the court never ruled on the law, how would this affect the constitutionality of future laws? My sense is that it would not have an immediate impact on the constitutionality of other laws, but it certainly would erode, and this has been mentioned, Yves Boisvert referred to the dialogue between Parliament and courts. It certainly would diminish the sense that the judiciary is actively playing a role in the democracy as sort of breathing life into the fundamental rights that are guaranteed. I want to go to Julius Gray, and you might have something else on that, but I wondered in particular if you had a sense that Bill 96 connected to Bill 21
in terms of use of the notwithstanding clause or in terms of a broader sort of project of reshaping the Quebec constitutional order. Did you have any thoughts on that? I think it is a declaration by the Quebec government that when something is important as a policy, fundamental rights are less important. In other words, a reversal of what is really fundamental and what is less so. The most important thing are the national priorities, whether it's laïcité as it's perceived by them, or francization, and that's more important than the charter. And I think that is a really terrible thing. And just to answer Mr. Boisvert, it's true that the charter was adopted without Quebec's permission, but the Quebec charter was adopted before and by Quebec. And it therefore means that undoubtedly Quebec has said the charter is not where we are. We think the charter is fine in peripheral matters, but in the end, it's majority policy that matters. And that's another step in separating Quebec thinking on legal matters from the rest of the country. Thank you very much. Richard Kistabiche, vous avez plaidé éloquemment pour les protections pour les ressources consacrées vraiment à promouvoir et à soutenir l'avenir des langues autochtones. Moi, j'ai une question pour vous sur notre ordre. Le projet de loi 96 propose d'inscrire dans la loi constitutionnelle de 1967 le caractère national du Québec. Et je me demande si la reconnaissance du Québec de cette façon-là poserait ou soulèverait des enjeux pour les Premières Nations de votre point de vue. Ça va être préoccupant, c'est sûr. Il va falloir activer nos relations, pas du passé, mais les remettre à jour. On a toujours une tendance dans laquelle la culture des communications qui existent actuellement, c'est toujours fait sur dominé-dominant. On proclame toujours qu'il faut être égalité, qu'on discute de nation à nation, mais dans les faits, ce n'est jamais dans cette attitude-là qu'on se retrouve. C'est toujours la question du dominé-dominant. Un des exemples que je peux montrer qui est flagrant, c'est l'utilisation de la langue. Ça serait intéressant de pouvoir avoir, mettons, un peu plus fort, si vous pouvez. C'est mon micro qui était trop haut. Vous êtes parfait. C'est la question d'être égal, c'est la question de s'approprier d'une égalité là, honnête et sans filtre. Ce serait intéressant de pouvoir rencontrer, mettons, notre chef provincial, Ghislain, rencontrer François Legault, mais qu'on utilise uniquement la langue montagnaise d'un bord, puis la langue française de l'autre côté, mais qui parlent chacun dans leur langue. Ça va être un exercice qui est c'est compliqué, c'est complexe, mais si on prenait le temps de le faire, si on utilisait les ressources qui sont nécessaires pour le faire, on arriverait à un déblocage complètement différent pour la compréhension de ce qu'on veut avoir, de ce qu'on veut obtenir. Parce qu'utiliser la langue comme moi, j'utilise la langue française aujourd'hui, je peux utiliser l'anglais aussi, mais on dirait qu'on n'est pas compris. On dirait que quand je parle français ou que je parle anglais, il me semble que ça ne fait pas la même chose que vous voyez l'effet que ça fait. On se regarde puis on ne comprend absolument rien. C'est ça qu'il faut corriger. C'est ça qu'il faut améliorer. Puis il y a moyen d'y arriver. Nous allons vous éduquer, si je pourrais me permettre comme ça. Oui. On va vous faire comprendre que les concepts dans lesquels on travaille ne sont pas compliqués, sont très, très simples. C'est comme la première fois que vous avez débarqué ici, quand vous êtes arrivé. Ça n'a pas été compliqué, ça.
On vous a lavé, on vous a nourri, puis on vous a fait connaître notre pays, puis on vous a montré comment vivre ici. Ça a été facile, même si on ne se comprenait pas, absolument pas, lorsqu'on s'est rencontrés. Mais on a forgé une liaison qui était quand même particulière, surtout au Québec. Parce que c'était des Wemitegouji qui sont arrivés en premier. Après ça, ça a été les Aganas qui sont arrivés. Mais ça a été la même introduction, c'est la même chose que les deux on voulait désirer. C'était de vivre ensemble comme il faut, sans pitiner sur les autres, sans on se comprenait. Même si on ne parlait pas la langue, mais je suis sûr que les premiers Indiens, ils ne parlaient pas un crise de mots français ou anglais. Là, pareil comme vous autres, quand vous entendez, ils ne comprenaient absolument rien, ils ne pouvaient pas utiliser. Mais c'est ça qu'il faut retrouver. C'est pas trop tard, ça fait seulement que 500 ans que vous êtes ici, alors que nous, ça fait 9000 ans qu'on est ici. Ah, je m'excuse, ils ont fait d'autres découvertes récemment. 16 000 ans. Ben, c'est quand même quelque chose. Il faut reconnaître ça, que vivre 16 000 ans sur ce territoire-là, puis qu'on a survécu, puis qu'on s'est développé, puis qu'on a acquis des connaissances absolument extraordinaires en utilisant notre langue, puis qu'on a réussi à vous accueillir aussi, puis à vous partager qu'est-ce qu'on avait. Ça, c'est de l'humanité en premier lieu. Mais ça, on peut recommencer, on peut continuer de faire ces affaires-là. Il faut abandonner cette attitude-là de dominer-dominant. C'est essentiel pour la compréhension de nos gestes. Merci beaucoup. Marion Sandilands wanted to come back. One of the things we had a moment ago, and I have a final question for Yves Boisvert. Marion. Thanks. I just wanted to pick up on a comment that Julius Gray was making about the blanket use of the notwithstanding clause in the human rights overrides. Justice Blanchard in the judgment in the Bill 21 challenge said that this was the first time in history Quebec had used the clauses like this, and that it banalizes the of the notwithstanding clause like that, and we've touched on that. And I just wanted to make the point that lest we think that this is a very Quebec specific thing that's happening right now, that this has to do with Quebec and Quebec's particularity. In some sense it does, but I've heard it said by other constitutional scholars studying the notwithstanding clause that the use by Quebec of the clause in this manner can be inspirational, let's say, for other premiers at other points in time. So the fact that it's used once and now twice, we can't assume that this is a very Quebec-specific thing and will remain so in the future. Thank you. Yves Boisvert, the final question of the evening is for you. The question came in English. We're in a world with a fierce competition for talent. The province is undergoing enormous shortages of labor, as anyone who's gone to a restaurant knows, or we can think about the healthcare system. The current government has slashed immigration. Bill 96 will arguably reduce the desirability of Quebec as a destination. Bill 21 is perhaps not helping, says the question. Is the government taking the impact on the workforce and immigration into account? Is it simply pursuing the linguistic question for its base? Where does the sort of obvious human and economic consequences come into play here? I think they don't care about that aspect at all. I think it's not part of the equation. And I also think, well, as you know, they planned and they succeeded to a certain extent in reducing the number of immigrants coming to Quebec, and they said and it's a bit a paradox because that government is very Mr. Legault and his economy minister, Mr. Fitzgibbon, pretend to be very
understanding of the business world, and but on this very topic, they are not they don't seem to be acting as if it was a solution to that problem, which is not specific to Quebec, as you know, and you can see all over North America. But no, and not only do they not care, I think they prefer to have less immigration, and for them if it's part of the solution for the business world or for the economy or for the social services, it's part of a problem in their eyes. That's the way I see it. Thank you very much. Okay, we're drawing to a close here. It's been a great privilege for me to have this time with you. On another occasion, let's hope that the next time the McGill Faculty of Law and the McGill Institute for the Study of Canada co-host an event, we'll have you in the Maxwell Cohen Moot Court, and we'll follow that with a cocktail. But in any case, I'm turning things over for a final few words to Daniel Bélan, the director of the Institute. Merci beaucoup, Robert, pour cette belle collaboration entre la Faculté de droit et l'Institut d'études canadiennes de McGill. Merci également à nos distingués panélistes, Yves Boisvert, Marion Sandilands, Richard Kistabich, Julius Gray et Pierre Fouché pour vraiment des présentations et une discussion très enrichissante. To find more about our institute, our events, and our programs, including our 25th anniversary conference, which will take place later this month online, you can visit our website, the website of the McGill Institute for the Study of Canada, which is simply mcgill.ca/MISC, M-I-S-C. Our next event is our annual conference. So it's taking place virtually on October 28 and 29. We also have a new podcast, Close Up on Canada, that you can listen and subscribe to on Spotify and iTunes now. And Graham Fraser, former language commissioner, is one of our guests as part of an episode of our podcast, so something that many of you will certainly be interested in. You can sign up for our newsletter to stay informed about our project. The link will be put in the chat box. You can also follow us on Twitter and Facebook at MISCCAN, M-I-S-C-C-A-N. Thank you, merci et à la prochaine.